Et je vais faire ce qu'on appelle un disclaimer en anglais, donc un petit rappel. D'abord, je vis au Japon depuis 33 ans. J'ai une formation en finance, en informatique, en mathématiques, et je fais donc des traductions pour Infolocage au Japon. C'est moi qui ai monté le site et je le fais toute seule. Et je travaille avec les conseillers des Français de l'étranger, l'OLES et les autres associations pour vous aider. J'ai travaillé au Japon dans des grandes entreprises, j'ai travaillé dans des banques en France, donc j'ai une expérience assez large, mais je ne suis pas fiscaliste. Donc, je connais bien le monde de la finance parce que j'ai une formation sur le sujet, mais je ne suis pas fiscaliste, ce qui veut dire que je peux faire des erreurs. Mais si je fais des erreurs et qu'on me les pointe, je revérifie avec les services fiscaux français ou japonais, avec les autorités ou les spécialistes que je connais au Japon et en France pour corriger l'information. Donc, n'hésitez pas à reposer des questions, à m'envoyer des commentaires, même pendant que je parle. Je regarde les commentaires en même temps que je parle, donc vous n'avez aucun souci, vous pouvez m'interrompre quand c'est nécessaire. Et je prendrai le temps de revérifier avec vous ou de revérifier après le webinaire. Alors, Infolocal au Japon n'est pas sponsorisé. Donc, c'est un travail complètement gratuit. Ça ne vous engage à rien vis-à-vis de moi. Bien entendu, si vous voulez soutenir l'activité d'Infolocal au Japon, j'ai un lien sur le site. Vous pouvez y aller. Mais je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que je pense que c'est indispensable pour notre communauté, étant donné que j'ai des questions sur les successions à peu près une fois tous les 2 mois actuellement, même des fois une fois par mois. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important de revoir. Une fois que vous aurez eu toutes les explications en français, après, ça sera plus facile de parler avec le bon spécialiste pour revérifier vos informations. Donc, je vous remercie déjà de participer et puis de comprendre ça. Alors ça, ce sont tous les sujets qu'on va essayer d'aborder cette fois-ci. Comme l'écran est petit, vous n'y voyez rien, mais on va y aller un petit peu dans l'ordre. Donc, je vais commencer par les considérations générales sur les successions. Est-ce que je dois déclarer ma succession reçue en France ou au Japon? Est-ce que je dois, si je vis en France, déclarer la succession que je reçois au Japon, qui fait l'objet d'impôt au Japon? Est-ce que je dois la déclarer en France? Ça, c'est la question la plus classique. Et comment est-ce que je peux prendre cette décision? À qui est-ce que je peux poser la question? Et, et quelles sont les conventions fiscales? Donc là, j'ai l'impression que tout le monde est d'origine française, donc française ou japonaise, donc ça va faciliter assez le travail. Si vous êtes d'une autre nationalité, vous pouvez m'envoyer un message, ça me permettra de savoir éventuellement, comment dire, euh, ça me permettra de voir et de vous répondre aussi. La dernière fois, j'ai eu des Belges, j'ai eu des Canadiens, j'ai eu des personnes d'autres nationalités. Donc, ça pose aucun problème. Donc, on va y aller au pas par pas. Voilà. Donc, est-ce que je suis concernée si j'hérite d'une personne qui est décédée à l'étranger, en dehors du Japon? Alors, oui, vous êtes potentiellement concerné à partir du moment où vous vivez au Japon. Et même si vous quittez le Japon, et que vous vous réinstallez en France ou dans un autre pays, si vous héritez de quelqu'un, vous êtes susceptible d'avoir à payer des impôts au Japon. Alors, ça ne veut pas dire que vous les aurez à payer nécessairement parce qu'il y a des conventions fiscales, mais il est possible que vous ayez à payer des impôts. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut bien comprendre et il faut s'en souvenir. Ensuite, euh, si vous n'avez pas des impôts sur les droits de succession, si vous n'avez pas de droits de succession, vous aurez peut-être d'autres impôts à payer parce que vous héritez de quelqu'un. Je donne un exemple. Si vous héritez de droits d'auteur,
les conventions fiscales font qu'en France, vous payez des impôts sur la succession en France, mais vous allez recevoir des revenus de droits d'auteur, de copyright, que ce soit d'un roman, de la musique, etc. Et tous ces revenus-là vont faire l'objet d'impôts. Donc, vous allez avoir des droits de succession, mais vous allez avoir d'autres impôts à payer aussi. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ça concerne beaucoup de professeurs, mais c'est un exemple qu'il faut connaître. Ensuite, il y a d'autres cas. Par exemple, si vous vendez un bien immobilier en France, parce que vous liquidez une succession en France, vos parents, par exemple, décèdent en France, ils avaient une maison de famille, vous vendez la maison de famille pour liquider la succession, et ben, vous n'aurez peut-être pas des droits de succession à payer, mais vous aurez des impôts pour la vente du bien immobilier. Et les impôts vont être à déclarer en France et au Japon. Et il y aura des impôts à payer en France. Et si ça ne suffit pas, vous aurez aussi à les payer au Japon. Donc, il faut savoir ça. Et puis, il y a les assurances vie qui sont parfois imposables sur les successions, parfois pas du tout imposables, et en général, elles sont imposables. Et parfois, elles ne sont pas imposables sur les successions, mais elles sont imposables sur les donations ou elles sont imposables sur les revenus. Donc, toutes ces considérations font que on va avoir des impôts à payer de différentes façons quand on hérite une personne à l'étranger. Et si on hérite une personne qui est au Japon, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, il va falloir calculer la valeur de la succession au Japon, et puis il va falloir calculer la valeur de la succession pour le pays étranger, auquel cas, ça va poser un certain nombre de contraintes. Donc, je commence par, suis-je concernée? J'aurais pu commencer par ce qui se passe au Japon, mais je commence par ça parce que je veux insister et je tiens à vous garder comme audience, notamment parce que je sais que beaucoup de gens se disent, oh bon, bah, ça ne me concerne pas, mais si, ça vous concerne, ça nous concerne tous. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, il va falloir se poser beaucoup de questions. Alors, dans quel pays se trouve le patrimoine de la succession? Par exemple, si vous avez des parents qui sont franco-japonais, ou une sœur qui vit en France et vous êtes japonaise et elle est japonaise mais elle est mariée à un Français, il va y avoir du patrimoine en France, puis il va y avoir un patrimoine au Japon. Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin de faire la déclaration au Japon d'une partie des biens ou de la totalité du bien et une partie en France. Donc, il va falloir revoir tout ça. Donc, il faut se poser la question. Au moment du décès, quelle était votre résistance fiscale par rapport au Japon? Et ça n'est pas la résidence fiscale au sens de l'impôt sur les revenus, ça va être, pardon, la résidence fiscale au sens des impôts sur les successions. Donc ça, on va en parler plus tard. Combien y a-t-il d'héritiers? Alors, au Japon, il y a plusieurs notions d'héritiers et les cabinets étrangers de gestion des successions font des confusions sur ce truc-là, ce qui fait que quand ils font le calcul, ils s'imaginent qu'une personne n'est pas imposable, mais en fait, elle l'est. Donc, il faut faire attention à ce point. Et donc, il y a les héritiers statutaires qui vont servir pour la base de calcul. Et puis, il y a les héritiers qui héritent vraiment, donc qui vont toucher quelque chose. À combien se monte le patrimoine de la succession? Un bien immobilier a-t-il été vendu pour le règlement de la succession? L'argent de la succession est-il rapatrié au Japon? Quel était votre statut par rapport au défunt? Héritez-vous par le biais d'une assurance? Parce que ça, l'assurance, ça va être encore une chose un peu complexe. Avez-vous reçu des donations du vivant du défunt? À combien se montent les droits de succession à l'étranger ou au Japon d'ailleurs? Y a-t-il un testament? Il y a beaucoup de questions. Et je n'ai pas encore mis toutes les questions, mais j'ai mis les plus importantes. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que les successions, c'est un sujet extrêmement complexe qui nécessite que l'on fasse appel à un spécialiste pour nous aider au Japon parce que ça devient très complexe, sauf si c'est une petite succession et que en France, par exemple, on n'est pas imposable. Mais même comme ça, il va y avoir des déclarations fiscales à faire. Et si on manque de visibilité et qu'on ne parle pas japonais, je conseillerais de passer par un spécialiste.
Je le conseille très, très fortement parce qu'il y a des subtilités. Moi aussi, j'ai été confrontée à ça l'année dernière. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout. On va commencer par expliquer en tant qu'étranger ou en tant que japonais avec une famille qui vit à l'étranger, comment le fisc japonais fonctionne. Alors, j'ai publié cet article et il est sur Info Local au Japon. Vous allez pouvoir le retrouver. Vous pouvez faire la recherche en japonais ou en français pour retrouver la traduction en français et éventuellement la montrer à un spécialiste qui vous suit. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? C'est un peu petit ou ça passe? Oui, c'est bien, c'est C'est bien. bien? Ok. Alors, ce tableau, je crois que Géraldine était là la dernière fois, mais je le réexplique. Ce tableau montre qu'au Japon, le critère d'imposition des personnes dépend du statut de l'héritier et du statut des défunts. C'est-à-dire que le gouvernement japonais va regarder si l'héritier a une adresse au Japon au moment de l'héritage. C'est en date de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire la date du décès en général. S'il n'a pas d'adresse au Japon, s'il est japonais ou s'il est étranger. Et selon chacun de ces critères, il va être imposable sur la totalité du patrimoine, ou il va être imposable que sur la partie du patrimoine qui se trouve au Japon, où il ne sera pas du tout imposable. Donc, ça n'a rien à voir avec la résidence fiscale pour les impôts sur les revenus. Faites bien attention à ce point-là. Alors, je vais vous montrer le tableau de la résidence fiscale au Japon pour les impôts sur les revenus. C'est ce tableau-là, je pense que vous l'aviez déjà vu pour les déclarations fiscales, qui vous dit si vous vivez au Japon en théorie depuis moins d'1 an, et en général c'est depuis moins de 6 mois, mais si vous vivez à l'étranger essentiellement, vous êtes imposable sur les revenus que sur les revenus qui sont payés depuis le Japon. Par contre, ce qui est payé à l'étranger, vous n'êtes pas imposable dessus pendant la période où vous n'êtes pas résident. Et quand vous êtes résident, vous devenez imposable progressivement jusqu'à ce que vous deveniez résident permanent, auquel cas vous êtes imposable sur votre revenu mondial. Mais là, en matière de succession, ce ne sont pas les mêmes règles. En matière de succession, nous sommes imposables simplement parce que nous avons vécu au Japon dans les 10 dernières années, même en étant étrangers, ou parce que le défunt a vécu au Japon dans les 10 dernières années. Ce qui fait qu'une personne qui est étrangère peut se retrouver à avoir à payer des impôts alors qu'elle ne vit plus au Japon et que la personne qui est décédée ne vivait plus au Japon. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, cet article-là, j'ai mis le code QR et je vais vous le montrer tout à l'heure sur la page de l'info locale au Japon. Cet article-là se trouve sur si l'héritier vit hors du Japon et vous avez l'équivalent pour les donations avec des règles qui sont à la base similaires. Le tableau change à très peu de détails près. Les règles sont à peu près similaires. Donc, ce sont des sujets la première question à vous poser, c'est où était la succession? Le défunt est-il décédé à l'étranger après avoir vécu au Japon, mettons, au moins 10 ans, il y a plus de 10 ans au Japon, auquel cas vous risquez de n'avoir pas grand-chose à payer au Japon. Mais si jamais il a vécu au Japon, euh, excusez, je vérifie en même temps parce que si on m'envoie des messages importants, excusez-moi, je vérifie voir s'il y a des personnes qui ont du mal à se connecter. Donc, oui, donc c'est bon. Donc, si le défunt a vécu au Japon dans les 10 dernières années, il y a des risques que vous ayez à payer des impôts. Donc, ça, c'est la première question à vous poser. Et c'est indépendant de ce que vous allez payer à l'étranger. Donc, en France, si vous êtes français. Quelques questions là où ça va encore? C'est bon? Oui, Ok. c'est bon pour moi.
Ok, je continue. Alors, il y a un mécanisme, donc je pense que comme nous vivons tous au Japon, nous en avons déjà connaissance, mais je le rappelle, qui s'appelle les conventions fiscales. Euh, quand on a des déclarations fiscales à faire, que ce soit pour les successions ou pour le revenu, et qu'il faut les faire en France et qu'il faut les faire au Japon, ou qu'il faut les faire dans un autre pays et qu'il faut les faire au Japon, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de faire la déclaration de l'ensemble de ce qu'on a touché. Et puis, il y a un pays dans lequel on va payer des impôts, et puis on ne va pas vouloir repayer les mêmes impôts dans l'autre pays. Donc, ce que fait le mécanisme des conventions fiscales, c'est de dire, vous avez récupéré des biens. Si vous payez des impôts, par exemple, vous héritez d'une personne en France, si vous payez des impôts sur l'héritage en France, vous allez faire votre déclaration de l'ensemble des biens au Japon, mais vous allez pouvoir déduire le montant des impôts payés en France. Et si le Japon trouve que vous n'avez pas payé assez, il vous demandera de payer juste un complément. Et donc, on n'a pas à payer deux fois la même chose parce qu'il y a une convention entre la France et le Japon. Faites attention, il n'y a pas des conventions avec tous les pays. Donc, à chaque fois que, par exemple, si vous avez une famille qui se trouve en France, en Espagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis et puis au Japon, vous allez devoir revoir les conventions fiscales de chaque pays pour savoir ce que vous aurez à faire. Et si les biens sont situés dans plusieurs pays, vous allez devoir revoir les conventions fiscales entre le Japon et ces pays pour savoir ce que vous avez besoin de faire. D'où l'importance d'avoir un spécialiste qui va vous suivre parce que c'est un casse-tête si vous avez une fiscalité compliquée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on raisonne en termes de fiscalité, les règles, ce sont des règles mathématiques, mais en plus de ça, quand il y a une succession, il y a le point de vue légal, la fiscalité, la répartition fiscale et les impôts, c'est indépendant de la façon dont ça se décide d'un point de vue légal. Donc, par exemple, au Japon, on va dire, que la loi qui va régir la succession, c'est la loi de la nationalité. Donc, si nous sommes français, ils vont dire, on fait la déclaration fiscale en France, on fait toutes les procédures en France. Et ensuite, on fait une déclaration au Japon. Mais en France, on dit c'est la loi du pays dans lequel on est décédé. Donc, la France dit, OK, donc c'est nous qui décidons en principe. Donc, la déclaration fiscale, il faut la faire au Japon. Donc ça, c'est un des sujets dont il faut parler. Donc il faut parler avec soit un notaire, soit avec un avocat au Japon, soit avec un fiscaliste, pour savoir dans quel pays on fait la première déclaration. Et une fois on sait quel est le pays dans lequel on fait la première déclaration et on paye les impôts principaux, ensuite on fait la deuxième déclaration. Donc ça, c'est ce qui est important de comprendre. Mais ça, c'est la partie qui est un petit peu complexe à imaginer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Ça va? C'est bon. Alors, avant de rentrer dans les détails du calcul, j'ai dit qu'il y avait plusieurs taxes à payer quand on recevait un héritage. Alors, quelles taxes et quand est-ce qu'il faut les payer? Et après, on va rentrer dans les détails. Si ça devient trop compliqué, vous me le faites savoir, hein. Je ralentis, je vous fais souffler, n'hésitez pas à me le dire, hein. Alors, quels sont les impôts liés à la succession? Il va y avoir les impôts sur les donations qui ont eu lieu pendant la vie du défunt, qui sont des impôts quand on a reçu en héritage des choses à l'avance, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dons. Et puis, il y a aussi les assurances qui vont faire une partie des assurances qui va faire l'objet d'impôts liés aux successions. Ensuite, il y a les droits de succession. Donc, ça aussi, une partie des assurances va être taxable au titre des droits de succession. Donc, faites attention quand vous souscrivez à une assurance ou quand vous recevez une assurance vie
d'une personne décédée, vous pouvez avoir à payer des impôts au Japon. Il faut faire la déclaration. La question, ça va être de savoir lesquels. Est-ce que ce sont des donations? Est-ce que ce sont des droits de succession? Est-ce que ce sont des impôts sur le revenu? On va revenir là-dessus, hein. Ensuite, il y a une partie qui rentre dans la succession qui sert à déduire les impôts au moment de la succession, des impôts payés sur les donations. Mais il y a aussi une partie qui sert sur la donation. Il y a la taxe sur la donation. Ensuite, il y a la partie immobilier. On a des impôts à payer. Quand on hérite d'un bien, ça rentre dans la succession. Donc, il y a une valeur. Donc, ça rentre dans la succession. Donc, on a normalement à payer des droits de succession dessus. Même s'il est vendu, ça va rentrer dans le calcul. Ça rentre en tout cas dans le calcul du patrimoine. Les titres, par exemple, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, je ne sais pas, ça a un autre nom en France maintenant. En France, euh, les, euh, les obligations, ou les bons du trésor, etc. Même si vous les vendez, ça va être évalué au jour de la succession, de l'ouverture de l'héritage, des démarches d'héritage. Et même si vous les vendez après, il y aura des impôts à payer dessus. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui vont rentrer là-dedans. J'ai publié un article aujourd'hui, vous pourrez regarder ça aussi, ça peut aider. Ensuite, les autres impôts, ce sont les taxes sur l'acquisition d'un bien immobilier. Ça, c'est en fait, ça fait partie des démarches. Donc, c'est pour les personnes euh, qui ne sont pas des héritiers statutaires, on reviendra là-dessus. Ce sont pour les personnes qui vont hériter d'un bien immobilier alors qu'ils ne sont pas des membres de la famille directe qui devraient hériter en temps normal. Par exemple, c'est des personnes qui héritent par legs. De la même manière que si on faisait un legs pour une association comme l'OLES, parce que l'OLES peut être concerné un jour, ça peut être, à ce moment-là, il peut y avoir cette taxe à payer. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut arriver. Ensuite, il y a une taxe d'enregistrement du bien immobilier. Alors, la taxe d'enregistrement du bien immobilier, c'est une taxe que l'on paye au moment où on va changer le nom du propriétaire, en fait. Donc ça, c'est devenu obligatoire légalement. J'ai publié un article sur le sujet il y a, je me souviens plus, il y a à peu près 1 ou 2 mois. Vous allez pouvoir le retrouver si vous faites une recherche dessus, vous devriez pouvoir le retrouver. La valeur de la taxe va être différente selon que l'on est parmi les proches qui devraient hériter automatiquement s'il n'y a pas de testament, et les autres héritiers qui sont, par exemple, les enfants adoptés, les enfants qui héritent par legs, etc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des impôts sur le revenu. Et oui, ce sont des impôts sur le revenu à payer parce qu'on hérite. Donc, ça, c'est une partie des assurances. Il y a aussi euh, tout ce qui concerne les autres revenus immobiliers, boursiers, etc., qui sont des statuts particuliers. Je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans, mais j'en parle rapidement. Et puis, si vous vendez le bien immobilier, vous avez des impôts sur le revenu à payer. Vous devez faire une déclaration fiscale, mettre la valeur du bien immobilier, et vous aurez probablement des impôts à payer. Et là, ça devient compliqué. Si vous ne parlez pas japonais, si vous n'avez pas tous les documents, que vous avez du mal à lire les documents français, je vous en supplie, prenez un spécialiste pour vous aider parce que ça, c'est un truc qui est vraiment assez compliqué à faire seul si on n'est pas blindé, hein. Je l'ai fait de moi-même, je peux vous en dire quelque chose. C'est pas simple. Question? Pas de question? C'est bon? Alors, quand déclarer ses impôts, je le mets pour que vous le voyez. Est-ce que l'écran est assez grand pour tout le monde? Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. C'est peut-être mieux comme ça. Moi, c'est bon, c'est assez grand. Ouais. Très bien. Alors, pour les donations, il faut faire la déclaration durant l'année de la donation. Donc ça, j'en avais déjà parlé un petit peu, je crois, pendant
le webinaire sur les déclarations de revenus. Mais cette fois-ci, je vais en parler d'un point de vue plus général. Je pense que ça sera surtout le prochain webinaire plutôt que celui-ci, parce que les donations, c'est un sujet extrêmement vaste. Et sinon, si on choisit de se faire imposer au moment de la succession, on va avoir à déclarer ses impôts au moment de la succession. Ça va rentrer dans l'évaluation de la succession. Ensuite, il y a les impôts sur la succession. Alors, les droits de succession, hein. Les droits de succession, il faut faire la déclaration dans les 10 mois qui suivent l'ouverture de la succession. Donc, si votre parent décède au mois de février, la succession en France, par exemple, se termine en juin ou en juillet. Une fois que votre parent, comment dire, une fois que vous avez terminé la succession en France ou que vous l'avez terminée au Japon, enfin, que vous avez terminé toutes les procédures, etc., il faut que vous fassiez une déclaration fiscale et que vous payiez des impôts. Si vous omettez de faire la déclaration fiscale, vous pouvez être passible de peine, hein, d'amende, hein. Les amendes, c'est 10%, je crois, 10 à 20%, donc ça peut monter assez haut. Donc, je vous conseille de contacter le fisc le plus tôt possible pour leur demander de confirmer que vous êtes imposable ou pas imposable. Ils peuvent vous aider. Sinon, j'ai un outil que le fisc met à disposition gratuitement. Je le présenterai, mais pas cette fois-ci, la prochaine fois, qui permet de faire le calcul de soi-même pour savoir s'il faut payer des impôts ou pas. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes, c'est après l'ouverture de la succession, pas la clôture. C'est donc la question de Géraldine, c'était est-ce que c'est 10 mois après l'ouverture ou la clôture de la succession? C'est 10 mois après l'ouverture de la succession. Par exemple, la succession prend 2 ans. Enfin, quand par exemple, il y a des biens à vendre, etc., que ça prend très longtemps avant que ce soit clôturé. Comment ça se passe? La valeur du patrimoine s'évalue au jour de la succession, au jour de l'ouverture de la succession, donc au Ah, jour à du l'ouverture. décès. Et on calcule la valeur du patrimoine à ce jour-là, ce qui fait que comme on le calcule à ce jour-là, on paye les droits de succession même si on n'est pas d'accord. Par Ah contre, bon. pour vendre le bien immobilier, on a le temps du monde, mais il faudra l'enregistrer puisqu'il y a une obligation d'enregistrement et il faudra l'enregistrer dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle on sait qu'on a hérité d'un bien. Et si on ne se met pas d'accord, ça sera à partir du moment où on s'est mis d'accord, on a un délai. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord, il faut quand même payer les droits de succession. Après, la répartition, ça c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Donc, je vous expliquerai après comment ce calcul se fait. C'est ça qui est, c'est un sujet extrêmement fragile, pas fragile, sensible, dans le sens où les gens au Japon ont des successions qui traînent 10 ans, 15 ans. En France, c'est différent parce qu'en France, ce sont les notaires qui s'en occupent. Et je peux vous garantir que même s'il y a des tensions, ils s'arrangent pour nous manipuler pour finir ça le plus vite possible parce que c'est des dossiers qui traînent trop longtemps. Donc, j'espère que les notaires qui sont présents ne m'en voudront pas, mais je pense que c'est un petit peu le sentiment que moi j'ai eu en tout cas. Ils essayent de nous pousser à clôturer la succession. Si on n'est pas d'accord, après, ça peut se régler autrement. Bon, sérieusement, euh, la loi japonaise a été très laxiste sur la succession des biens immobiliers. Maintenant, il faut les enregistrer. Donc, quand on les enregistre, on a 3 ans à partir du moment où on sait qu'on hérite, ou on a 3 ans après l'accord. Et si on s'est pas mis d'accord, c'est pas grave, on peut quand même faire un papier d'enregistrement, dire que ben on n'est pas d'accord, mais que les biens sont hérités. Mais il faut le faire, c'est la loi. Donc, ça, ce sont donc pour ces deux taxes, c'est la même chose, hein, vous avez 3 ans. Et ensuite, pour les revenus, les impôts sur les revenus immobiliers du défunt,
Vous avez deux types d'impôts. Vous avez les impôts sur les revenus du défunt et puis les impôts sur les revenus pour vous. Donc, les impôts sur les revenus du défunt, vous allez avoir à revoir ça dans l'année où il a démarré son entreprise. S'il avait démarré son entreprise dans l'année, donc vous avez à le faire, vous avez à payer ses impôts. Donc, pour ceux qui vivent en France, on a deux types d'impôts. On a les impôts de déclaration blanche, la déclaration de revenus blanche et la déclaration de revenus bleus. La blanche, c'est en général pour les particuliers qui n'ont pas un grand revenu et qui ne font pas, qui ne sont pas indépendants. La bleue, c'est généralement pour les auto-entrepreneurs, les indépendants, etc., euh, qui ont d'autres revenus. Donc, il y a toute une série de règles. Je ne vais pas continuer là parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais vous aurez la vidéo pour revoir ce tableau confortablement. Je mettrai les photos dans un document synthèse après. Et ensuite, il y a les impôts sur le revenu pour la plus-value immobilière de la vente du bien et des titres et pour les assurances vie. Donc ça, il faudra faire la déclaration au moment de la déclaration fiscale de février à mars. Donc ça, c'est une chose, c'est simple parce que c'est la déclaration habituelle. Il y a pas de souci sur ça. Donc, ce sur quoi il faut faire attention surtout, c'est que quand on hérite, on n'a pas seulement des impôts sur la succession, mais on a des impôts sur les donations qui peuvent avoir à être additionnés, plus d'autres impôts à déclarer. Donc, tout ça, c'est à revoir. J'ai eu une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue dans ce tableau-là? C'est bon. OK. Donc, on va parler maintenant d'évaluation du patrimoine. Donc, aujourd'hui, j'ai publié un article là-dessus, mais je vais revenir là-dessus parce que ça, comment dire, ça vous donnera une idée de ce qu'il faut préparer si vous devez préparer votre décès, votre héritage, ou si vous êtes face à un héritage et que vous avez besoin de faire cette succession. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer le capital au moment de la succession? La première chose, c'est qu'il va falloir identifier tous les biens imposables. Alors, de manière générale, pour le Japon, tout ce qui est évaluable est imposable, de manière générale, hein. Ça, c'est le principe de base. Ensuite, il va falloir calculer le nombre d'héritiers. Alors, on va compter, pour le calcul des impôts, il faut compter le nombre d'héritiers, qu'ils acceptent la succession, qu'ils la refusent, et les enfants adoptés, et les héritiers qui reçoivent par legs et qui ne sont pas des membres de la famille, que ce soit l'époux ou l'épouse et les autres, comment dire, les autres membres de la famille. À partir du moment où il y a des enfants adoptés, euh, comment dire, tous les enfants adoptés ne vont pas être comptabilisés de la même manière pour le calcul de l'impôt sur les successions, mais ils recevront bien leur héritage et ils auront bien des impôts à payer dessus. Simplement, au moment du calcul, on ne va pas tenir compte de tous les enfants adoptés. Donc, si vous avez adopté deux enfants ou un enfant, selon certaines règles, on en reparlera tout à l'heure, vous verrez qu'à ce moment-là, le calcul va en tenir compte dans la plupart des cas. Par contre, si vous en avez trois, il y en a deux qui vont compter pour le calcul initial des impôts et ensuite, ils paieront leur part, tous les trois à part égale, mais au départ, ils ne seront pas comptabilisés. Ensuite, il faut vérifier quel est le régime fiscal des donations qui a été utilisé pour intégrer le montant des donations dans le calcul du patrimoine si les donations sont récentes. Ou si on a choisi la fiscalité des donations, la fiscalité des donations au moment de l'héritage, à ce moment-là, il va falloir payer toutes les taxes au moment de l'héritage. Donc, il faut vérifier ce système. Et il va falloir faire une évaluation des biens au prix du jour du décès. Et donc ça, l'évaluation des biens, j'ai préparé des documents là-dessus et je ferai une explication séparée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais sachez il y a beaucoup d'informations à donner. Alors, pour le fisc japonais, quand il y a des biens à l'étranger,
Si par exemple vous avez des biens en France et que vous voulez hériter, que vous allez hériter au Japon, vous allez devoir faire une évaluation au taux TTM. Le taux TTM, c'est le taux neutre, c'est-à-dire pas avec le plus 1, moins 1, hein, qu'on utilise pour le change quand on achète ou quand on vend, c'est le taux TTM. Dans certains cas, les services fiscaux acceptent de prendre un autre taux qui dépend de la situation, d'un certain nombre de critères. Donc, il faut en parler avec le fisc. Auquel cas, ça fait un peu baisser la valeur de succession, pas beaucoup, mais ça peut aider quand on est vraiment très limite pour payer des impôts. Mais de manière générale, l'évaluation initiale, c'est le TTM. Donnez-moi juste quelques secondes que je... Ok. Donc, hein, est-ce que c'est clair ici? Pas de question non plus? C'est bon? Donc, on va regarder ce graphe-là. Il est un petit peu difficile à lire, donc je vais changer d'écran pour vous le montrer. Je pense que ça sera plus simple. Il faut que je le mette à l'écran, sinon vous n'allez pas le voir. Alors, on a une belle photo. Vous la voyez, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair pour moi. Vous la voyez en entier ou vous ne voyez que le début? Je pense que je vois tout. Ok. Donc, on va rentrer dans une partie un petit peu technique qui est comment les impôts regardent le patrimoine hérité. Alors d'abord, on va prendre la valeur des biens immobiliers, la valeur des titres, la valeur de ce qu'il y a dans le compte en banque. S'il y a des objets d'art, on va prendre les objets d'art. S'il y a, par exemple, des manuscrits, des œuvres d'art, de la musique, des choses comme ça, on va en tenir compte. Et on va avoir une évaluation globale du patrimoine. Le patrimoine reçu euh, va être à diviser ensuite, mais au départ, on va dire il y a tout le patrimoine, plus le patrimoine qui a été donné par donation, pour lequel on applique soit les taxes récemment parce que le patrimoine a été hérité récemment, soit pour le patrimoine pour lequel on doit appliquer les taxes au moment de l'héritage. Donc, vous vous souvenez, j'avais publié cet article sur les nouvelles règles concernant les donations en 2003. Je vous invite à le revoir, mais on reparlera des donations plus tard. Donc, pour l'instant, souvenez-vous qu'on tient compte des donations qui sont imposables au moment de l'héritage et du montant du patrimoine hérité qui est indépendamment des donations, c'est ce qui reste au moment du décès du défunt. À partir de là, on va enlever tout ce qui n'est pas imposable. Bon, il y a des choses qui ne sont pas imposables. Par exemple, les concessions de cimetières ne sont pas imposables. Il y a tous les dons, tous les legs au gouvernement qui ne sont pas imposables. On va enlever une partie du montant des assurances vie. Donc, si une assurance vie est de, mettons, 15 millions de yens et qu'il y a 3 héritiers, on va déduire 5 millions fois 3 héritiers, ça fait 15 millions. Donc, l'assurance ne sera pas imposable. Mais si l'assurance vie, le paiement de l'assurance vie va faire quelque chose comme 60 millions, ça serait bien, ça me ferait plaisir. Si c'était le cas, elle serait imposable au titre des successions, des donations, tout dépend, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. De la même manière que il y a des assurances spécialisées qui donnent des pensions de retraite ou qui donnent un montant forfaitaire au moment du décès du défunt. Ça aussi, ça rentre dans les allocations ou dans les pensions de retraite en cas de décès. Et ça c'est aussi exempt d'impôt.
en partie. Donc, on va déduire ce qui est autorisé de déduire. Donc, là, c'est ce qui est écrit en bas dans le tableau. Je ne sais pas si vous le voyez tous, mais il y a bien marqué patrimoine non imposable avec le montant le montant des déductions. Alors là où j'ai marqué héritiers légaux, c'est héritiers statutaires. Excusez-moi, je cherchais le terme quand j'ai écrit le document, j'ai pas remarqué que j'avais oublié de le mettre à jour. Ensuite, on déduit les frais funéraires et les dettes. Donc, si vous héritez d'une personne qui a des dettes, vous pouvez refuser son héritage, mais pour le calcul des droits de succession, on va tenir compte du fait que vous êtes héritier, mais on va retirer du patrimoine la valeur des dettes. Donc, si une personne avait, mettons, 60 millions de dettes et que le capital fait 80 millions, il reste 20 millions à partager entre tous les héritiers, ça sera 20 millions. Le montant du patrimoine hérité sera de 20 millions. Et c'est sur cette base-là qu'on fera le calcul des impôts, pas sur les 80 millions. Ensuite, une fois qu'on a ce montant-là, on va rajouter le montant du patrimoine qui a été donné dans les 3 dernières années qui précèdent l'ouverture de la succession. Donc, imaginez une grand-mère qui va donner chaque année à ses petits-enfants 1 million de yens. Non, on ne va pas dire 1 million parce qu'un million n'est pas taxable. Mettons 3 millions de yens. Elle va donner ça à ses petits-enfants et à ses enfants. Ce patrimoine-là, au moment de la succession, on va en tenir compte pour les 3 dernières années. Dans le futur, ça sera pour les 7 dernières années, mais pour l'instant, c'est les 3 dernières années. Donc, pour ces 3 dernières années, on va en tenir compte. On va le rajouter au patrimoine hérité et il y aura des taxes à payer dessus. On déduira les taxes sur les donations qui ont été déjà payées, mais il y aura des taxes à payer dessus. Donc, une fois qu'on a le montant net de l'héritage, on va ensuite utiliser le système de déduction fiscale que le fisc met à notre disposition et on aura le montant total imposable au titre de la succession. Et c'est là qu'il faut faire très attention quand vous héritez et j'insiste vraiment sur ce sujet parce que on aurait tendance à dire, OK, euh, j'hérite avec mon frère et ma sœur. Et en plus de ça, mon père a décidé de léguer à son meilleur ami une partie de son patrimoine. Donc, il y a, au lieu d'être 3 héritiers, il y a 4 héritiers. Selon nous, on est 4. Mais dans la réalité, pour le calcul initial des impôts, du montant imposable au titre de la succession, on ne va pas compter 4 héritiers, on va compter 3 héritiers. Et c'est là que les gens se trompent. Donc, s'il y a 4 héritiers, on va se dire, oh ben, il y a un héritier en plus, donc ça va faire baisser le montant des impôts et on n'est pas imposable. Si, vous êtes imposable et la déduction fiscale est plus faible que vous ne le pensez. Donc, faites très attention à ce sujet-là. On ne peut pas mettre n'importe qui dans ce calcul-là. Et si jamais vous vous trompez sur le nombre d'héritiers et que vous dites, OK, il y a un nombre d'héritiers statutaires qui est 4 et en fait c'est 3, vous vous retrouvez avec une déduction de 36 millions en yens en plus et en fait vous avez des impôts à payer alors que vous n'en auriez pas à payer si c'était des héritiers directs. Donc quand vous préparez votre succession, souvenez-vous qu'il y a des personnes qui vont recevoir de l'argent par legs, c'est-à-dire que ce ne sont pas les héritiers statutaires. Cela ne rentre pas dans le calcul des déductions fiscales. Et pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur les adoptions, on peut rajouter dans le nombre des héritiers légaux, c'est-à-dire statutaires, on peut rajouter jusqu'à un enfant adopté si on a d'autres enfants, ou 2 enfants adoptés si on a que des enfants adoptés et qu'on n'a pas d'enfants naturels. Donc, il faut faire très attention à ce point-là parce que ça, c'est une erreur de calcul
si on fait le raccourci, on peut se retrouver avec une erreur de calcul monstrueuse. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense que ça, c'est un sujet à question. Je vous laisse écrire, juste au cas où. Non? C'est bon? Ok. Donc, je continue. Je reviens je continue sur le sujet. Donc, maintenant que on a revu cette information-là, parce que là, on a le montant qui va être imposable au titre des successions, mais on n'a pas le montant des impôts, on n'a pas encore calculé le montant des impôts. Donc, là, ça va être l'étape suivante. Là, pour l'instant, on a juste dit, bon, ben, est-ce qu'on va avoir à faire une déclaration fiscale au Japon? C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, deux héritiers, vous allez calculer 30 millions plus 6 millions fois 2, des héritiers légaux, hein, statutaires. Donc, vous allez dire, la succession fait moins de 42 millions d'yens. À ce moment-là, il n'y a pas de droit de succession à payer au Japon. Si la succession fait 60 millions d'yens, il y a une différence entre les 42 millions, 2 millions de yens et les 60 millions de yens. Donc, vous allez être obligé de faire une déclaration fiscale au Japon. Entendu? C'est clair, j'espère. Ça, c'est pas encore très compliqué, je pense, hein. Là, Maintenant, c'est là que ça se complique. C'est là que vous allez avoir « Oh, c'est quoi ça ?» Donc, ce tableau-là existe. Alors, je l'ai pris d'un journal qui le présentait horizontal parce que le service des impôts le présente différemment, mais que je trouve que ce tableau est un petit peu mieux, plus facile à comprendre. Donc, on va revenir sur les explications. Donc, tout à l'heure, je parlais on calculait le montant imposable par personne. On veut calculer le montant imposable pour chaque héritier. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on avait enlevé les déductions de base, on avait enlevé tout ce qui n'était pas imposable, on est arrivé à un montant. La déduction de base a dit, bon, ben, vous avez 3 ou 4 héritiers ou 2 héritiers statutaires, les autres héritiers ne comptent pas, donc la déduction fiscale, elle va jusqu'à ce montant-là. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment on va répartir ces impôts entre chaque héritier. Donc, le fisc japonais procède de la manière suivante. La première chose, c'est qu'il va regarder le total des montants imposables. Il va enlever la déduction de base, donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Et à partir de là, il va calculer une déduction de base. Il va calculer un montant qui va multiplier par un taux en fonction du statut de l'héritier statutaire. Donc là, on n'est toujours pas à parler des héritiers, comment dire, euh, on n'est toujours pas à parler immédiatement du montant, du montant à répartir entre les héritiers, on est en train de parler du montant général à payer pour les impôts. Donc, selon la loi, par exemple, l'épouse va toucher la moitié, par exemple. Si l'épouse touche la moitié, elle va avoir un taux d'imposition par rapport à sa moitié. Si les enfants touchent un quart chacun, ils vont avoir un quart multiplié par le taux d'imposition. Et ça, ce sont les taux qui sont calculés pour les héritiers statutaires. Donc là, on raisonne toujours par rapport aux héritiers statutaires. Une fois qu'on a obtenu la valeur, on calcule pour chacun des héritiers statutaires, on réadditionne tous les taux, tous les montants, et une fois qu'on a additionné tous les montants, on arrive au montant, à la valeur des droits de succession qui seront à payer. Et une fois qu'on aura fait cette agrégation, on va enfin dire, maintenant il y a eu un testament, ou maintenant il y a des personnes qui touchent par legs, etc. Donc maintenant, on va répartir comment dire, les biens, le patrimoine entre tous les héritiers,
et on va leur faire payer une taxe qui correspond à leur part. Et donc là, pour leur faire payer ça, on va rajouter 20% au montant de la taxe qu'il aura à payer, que chaque héritier aura à payer. On va enlever une déduction fiscale et ensuite, on aura le montant que l'héritier ou le légataire va avoir à payer. Alors, je sais que c'est un petit peu complexe, mais je mettrai des exemples de calcul aussi, donc ça deviendra plus clair par la suite. Est-ce que vous avez une question sur ce sujet-là? Ça va encore? Amy, c'est bon? C'est clair? Globalement, oui. Globalement? Ok, super. Donc, ça vous donne donc une idée pour l'instant. Ce tableau, je le mettrai plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, le montant des impôts se calcule seulement sur la base des héritiers statutaires et qu'après, on recalcule et on redistribue les impôts entre les héritiers par testament ou par décision de répartition, etc. Je vais expliquer comment ça se passe après, mais ça, c'était la partie qui était importante à retenir. Alors, on peut faire un calcul rapide pour savoir combien on aura à payer d'impôts. Donc, normalement, là, tout à l'heure, j'avais pris un héritier lambda. Donc, vous pouvez prendre l'héritier A comme exemple et vous regardez combien cette personne va hériter. Vous multipliez par le taux et vous enlevez la déduction fiscale et ça vous donne à peu près une idée du montant que vous aurez à payer en impôts. Donc ça, c'est une formule assez simple, hein, c'est montant fois taux moins la déduction. Et ça vous donnera une idée rapide du montant global de la taxation. Alors, je vais passer à une étape qui est un peu plus facile à comprendre. C'est qui hérite. Alors, je précise, qui hérite fiscalement, hein, c'est pas des problèmes légaux, là, je parle de la fiscalité, hein, qui hérite. Et est-ce qu'on peut déshériter quelqu'un? Et est-ce qu'il y a une part réservataire? Et s'il y a une part réservataire, comment est-ce que c'est traité au sens des impôts aussi? Donc, on va parler de ça maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet avant que je continue là-dessus? C'est bon? Alors, qui hérite de manière générale, c'est un peu comme pour la France, on regarde l'arbre de famille. Au Japon, il y a 3 niveaux d'héritage par rapport à la famille, 3 niveaux d'héritiers, et le conjoint. Le conjoint hérite systématiquement. On ne peut pas déshériter son conjoint. Il y a une part réservataire pour le conjoint. On peut diminuer sa part, mais on ne peut pas le déshériter complètement. Et on est limité dans ce qu'on a le droit d'enlever, bien entendu. Et de plus, on ne peut pas, euh, on peut pas faire en sorte que le conjoint se trouve sans logement. Euh, le Japon a un texte de loi, et je crois qu'il y avait des avocats qui suivent ce webinaire aujourd'hui, mais légalement, le Japon a un texte de loi pour protéger le droit au logement. Et donc, une conjointe ne pourra pas être évictée de chez elle en principe, hein, à moins qu'il y ait vraiment une faute grave, etc. Donc, au moment de l'héritage, il y a des choses à prendre en considération. Ça, ce sont des points légaux sur lesquels je ne vais pas rentrer. Mais par contre, pour le calcul de l'héritage, on va quand même en parler un petit peu pour prendre des exemples de calcul. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la conjointe va toujours hériter, que ensuite, s'ils ont des enfants, ce sera les enfants. Si les enfants sont décédés, ce sont les petits-enfants qui hériteront. Mais en général, bon, si le défunt était marié, c'est son conjoint et ses enfants qui vont hériter. Si les enfants, s'il n'y avait pas d'enfants et qu'il reste des parents, les grands-parents ou les parents vont hériter selon qui reste en vie. S'il n'y a pas d'enfants ou de grands-parents, à ce moment-là, ce seront les frères et sœurs.
Donc ça, c'est le code civil qui le détermine. D'un point de vue fiscal, c'est la réalité. Et ces personnes-là, ce sont les héritiers légaux, ce que j'avais défini comme héritiers légaux, ce sont les héritiers statutaires. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont servir pour le calcul du montant des frais des droits de succession pour savoir à combien se monte la déduction fiscale initiale. Donc, si par exemple, vous parlez de frères et sœurs, mais qu'il y a comment dire, vous parlez de frères et sœurs, mais qu'il y a aussi, je sais pas, des grands cousins ou des choses comme ça, en fait, les seuls héritiers statutaires, ce seront ceux qui rentrent dans ces groupes-là. C'est-à-dire enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs, neveux et nièces. Tout ce qui est en dehors de ça ne sera pas comptabilisé au sens fiscal pour la déduction fiscale. Donc, en principe, tous les autres membres, à l'exception du conjoint, sont reliés par le sang, hein, en principe. Et il y a une exception pour certaines formes d'adoption. Une partie des enfants qui sont adoptés, je ne sais pas comment on pourrait dire, là je ne suis pas spécialiste, mais euh, ils sont adoptés et ils deviennent complètement un membre de la famille. Il y a d'autres cas d'adoption où les enfants sont adoptés, mais on garde le reste, leur ancienne famille. Et donc, s'ils sont adoptés et qu'ils gardent leur ancienne famille, ils vont pouvoir hériter non seulement de leur ancienne famille, mais aussi de la famille qui les a adoptés. Mais dans une partie des cas seulement. Et ces personnes-là ne seront pas nécessairement comptées dans les héritiers statutaires. Je sais pas si, je connais plusieurs personnes à Fukuoka qui ont adopté des personnes, des enfants, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans l'auditoire qui n'ont, personnes qui sont là aujourd'hui qui en ont adopté, mais je le mentionne parce que ça vaut le coup de le faire. Je le mentionne aussi parce que c'est une solution pour les gens qui préparent leur héritage, pour faire baisser les impôts, les droits de succession, c'est d'adopter une personne. On peut adopter un adulte, hein, pour que il fasse partie des héritiers, ce qui permet de faire baisser le niveau du montant des impôts sur les successions. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, si on veut changer la répartition entre les héritiers, on peut faire un testament et on peut, au moment de l'héritage, ça c'est une différence avec la France, les héritiers peuvent décider de ne pas suivre ces règles au moment du partage de l'argent et ils peuvent décider aussi de faire différemment du testament. Mais il faut qu'ils se mettent tous d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, c'est le testament qui prime et s'il n'y a pas de testament, ça sera cette règle. Donc, c'est pour ça que les héritages parfois durent très longtemps parce qu'il faut se mettre d'accord. Quelle est la règle qu'on va prendre? Alors, un exemple assez classique, c'est une mère japonaise qui décède, qui a 2 enfants. Pardon, le père japonais décède, il était marié, sa femme reste et il reste 2 enfants. Il reste une maison et il n'y a pas énormément d'argent. On pourrait tout répartir, mais les enfants, au lieu de tout hériter, ne vont pas renoncer à l'héritage. Ils vont se mettre d'accord avec la mère pour que la mère hérite de 100%. Et ça ne nécessite pas autre chose que de faire une déclaration d'impôt. Donc, ça ne pose pas de problème en principe. Et donc, ils font la démarche de laisser tout le patrimoine à la mère. Quand la mère décédera, ça se répartira à part égale entre les enfants, ou à moins qu'il y ait un testament ou autre chose. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, si on veut léguer à d'autres personnes que les personnes qui rentrent dans ce schéma-là, il faut obligatoirement faire un testament. Et à ce moment-là, on ne parle pas d'héritiers, mais on parle de personnes qui bénéficient d'un legs. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais d'héritiers statutaires et de déduction fiscale,
La loi japonaise considère que les héritiers statutaires permettent de déclarer les impôts, mais, mais que ensuite, après la répartition, ça se fait entre tous les héritiers, ça pose plus aucun problème. Alors, pour les enfants adoptés, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous avez des enfants biologiques, on a le droit d'ajouter un enfant adoptif dans le calcul des héritiers statutaires et héritiers légaux. Mais si vous n'avez pas d'enfant biologique, vous pouvez utiliser ces deux enfants comme des héritiers statutaires, auquel cas ça fait baisser les impôts au moment de la succession. D'un point de vue légal, les droits sont les mêmes. C'est juste pour le calcul fiscal que ça change. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Géraldine, oui, une question. Une question, oui. Si Par exemple, le papa décède et donc la maman est dans une maison de retraite parce qu'elle elle a la démence Oui. et le fils est malade et en incapacité. Est-ce Mhm. que ça va quand même à la maman et au fils ou est-ce que ça peut aller aux petits-enfants? Ouais, si, par exemple le papa veut donner à ses petits-enfants, il est obligé de faire un testament, hein? S'il veut changer l'ordre de la succession, oui, il faut qu'il fasse un testament. Si l'épouse et le fils sont tous les deux dans un état malheureusement L'incapacité, oui. d'incapacité, ça ne change rien d'un point de vue fiscal. D'un point de vue légal, là, pour le coup, il faut parler avec un notaire ou un avocat, mais moi, ma compréhension, c'est que si on veut s'assurer à 100% qu'aucun des frais de soins médicaux n'utilise l'héritage, à ce moment-là, il faut faire un testament pour les petits-enfants. Maintenant, il faut se souvenir que si, par exemple, le fils est en incapacité, que l'épouse est en incapacité, ils sont quand même héritiers, on ne peut pas les déshériter à 100%. Ah oui, tiens, j'ai pas vu ce tableau. Ah, si, je dois l'avoir quelque part, je vais le mettre après. Euh, il y a, on est obligé de garder une part d'héritage pour eux, malgré tout. D'accord, Mais on peut répartir dans la part d'héritage, on peut repartir pour que tout le monde ait un niveau satisfaisant par rapport aux défunts. Euh, donc ça fait partie de ça. Ensuite, si l'épouse décède, hein, tout dépend de la façon dont se calcule le mariage, s'il y a des frères et sœurs des deux côtés, etc. Mais s'il y a des enfants, de toute façon, une grande partie du patrimoine va partir aux enfants, voire tout, normalement, hein, oui, oui, tout au à fait. moment du décès. Donc, Mm. c'est juste une question d'ordre quand on parle des petits-enfants. Mais c'est vrai que dans certains cas, on veut vouloir laisser, par exemple, un fils qui est très endetté, qui ne sait pas gérer son argent, n'a pas forcément envie de lui donner beaucoup d'argent au moment de l'héritage, où on veut lui garantir un petit coussin, mais on veut s'assurer que les petits-enfants toucheront quelque chose. Auquel cas, que Oui, ce soit en France ou que ce soit au Japon, il faudra faire un testament. Et faites d'accord, attention parce que le testament peut être contestable, hein. Il peut être contesté au Japon comme en France, hein. En France, je ne sais pas comment ça se passe, mais au Japon, on peut contester un testament. Donc, il faut mieux s'assurer de bien l'écrire si on doit faire un testament au Japon. Et à ce sujet, c'est un petit peu hors sujet de la fiscalité, mais j'insiste sur le sujet. Au moment où vous allez faire votre déclaration fiscale, au moment où vous allez vouloir faire votre déclaration fiscale, euh, il va y avoir un certain, pardon, euh, vous allez vouloir écrire votre testament. Comme je disais tout au début, la loi de la nationalité contre la loi du pays dans lequel la personne est décédée. Le Japon dit c'est la loi de la nationalité qui compte. Donc, décède, si une Française décède au Japon
Malgré tout, les procédures de déclaration fiscale peuvent avoir à se faire, euh, la procédure légale à suivre va pouvoir se faire en France ou elle va pouvoir se faire au Japon selon les accords fiscaux. Donc, il faut vérifier ce point-là avant de rédiger son testament. Et tous les notaires et avocats que j'ai consultés au Japon pour rédiger un testament m'ont dit qu'il valait mieux faire la rédaction du testament dans le pays d'origine, dans le pays de la nationalité, et au Japon pour éviter toute ambiguïté. Si jamais les deux pays se renvoient les lois mutuellement, qu'au moins il y ait une sécurité pour ça. Mais sachez qu'au Japon, si les héritiers contestent le testament et se mettent d'accord sur une autre forme, ils peuvent le faire. En théorie, ils peuvent le faire. D'accord. Donc, ça, c'est un sujet de controversie, il vaut mieux le vérifier. D'où l'importance au niveau des enfants adoptifs et au niveau comment dire, si je reviens ici, l'importance de toujours se souvenir de ça, c'est que au moment où vous héritez, donc, euh, le conjoint va toujours hériter, d'accord? Les héritiers de niveau 1 et 2 vont toujours hériter de quelque chose par testament ou pas par testament. Les frères et sœurs n'hériteront pas nécessairement, donc on va en parler après. Et pour les enfants adoptés, du point de vue fiscal, au moment du calcul de la déduction fiscale, vous avez besoin donc de savoir s'il y a un enfant adoptif ou plus, et même s'il y a 3 enfants adoptifs. La règle pour la déduction fiscale, c'est qu'on va tenir compte des enfants adoptifs plus un enfant adoptif, des enfants biologiques plus un enfant adoptif, pour calculer le nombre d'héritiers statutaires qui serviront au calcul de la déduction fiscale. Il faut faire attention à ce point-là. Alors, il y a des cas spéciaux. Et je pense que comme on est en France, on est souvent dans ces cas-là. Je les ai mis dans ce tableau. J'en ai peut-être oublié, mais je crois que je les ai tous, hein. Donc, les enfants qui sont nés hors mariage, ils rentrent parmi les héritiers statutaires. Donc, ils vont aider à faire baisser le montant des droits de succession. Puisque là, il y a une personne qui voulait absolument participer. Je vais revenir très rapidement pour elle, parce que je sais que c'est un sujet qui l'intéressait. Attendez, je reviens sur comment se calcule les droits. Sur ce tableau-là, hein, au moment du calcul du montant total imposable sur les successions, donc on prend tout le patrimoine. Au moment où on enlève tout ce qui est non imposable, ensuite on va avoir le montant du patrimoine hérité. À partir de là, on va rajouter tout ce qui n'a pas été payé sur les donations. Hein, les trois dernières années des donations, plus tout ce qui n'a pas été ajouté tout ce qui n'a pas fait l'objet d'impôt sur les donations parce qu'on avait choisi le régime d'imposition au moment de la succession. Donc, tout ça, ça va rentrer dans le montant net de l'héritage. Et au moment où on doit donc déclarer un montant imposable pour la succession, donc le montant total au titre de la succession, on va enlever une partie qui s'appelle la déduction de base. Et les héritiers légaux, ce que j'appelle héritiers légaux ou héritiers statutaires, ce sont donc les personnes que je montrais tout à l'heure dans ce tableau. Je crois que je vais vérifier ce que visiblement il y a beaucoup de gens qui sont intéressés apparemment. Euh, donc je vais j'ai perdu voilà. Donc je reviens sur qui hérite. Donc, les héritiers légaux et héritiers statutaires, ce sont ces personnes-là qui vont servir au calcul de la déduction. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez 30 millions multipliés par 30 millions plus 6 fois le nombre d'héritiers statutaires. Donc ça, c'était juste pour la personne qui vient d'arriver, qui avait besoin de cette information. On en avait parlé, mais je préférais le montrer en image. Je pense que c'était plus clair pour elle. Donc, pour revenir ici, donc les héritiers statutaires, donc ce sont des personnes qui vont
qui vont rentrer dans la succession, qu'on ne peut pas déshériter, sauf les frères et sœurs. Les frères et sœurs les frères et sœurs, neveux et nièces peuvent être déshérités. S'il n'y a plus les parents et il n'y a plus les grands-parents, il n'y a plus les enfants, normalement les frères et sœurs héritent, mais si on fait un testament, on peut les déshériter. Et donc, comment ça va se passer? Normalement, la répartition automatique, si on ne fait pas de testament, si on n'écrit pas de testament, la répartition automatique va être le conjoint touche la moitié et les enfants touchent la moitié. S'il n'y a pas d'enfant, le conjoint touche 2/3 et les ascendants directs, donc les parents, les grands-parents, vont toucher 1/3 à répartir entre eux. Si il n'y a pas de parents, c'est exclusif. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, on passe aux parents. S'il n'y a pas de parents, on passe aux frères et sœurs. Donc, à ce moment-là, on passe aux frères et sœurs. Le conjoint hérite toujours dans 3/4 et 1/4 aux frères et sœurs à répartir entre eux. Mais la part réservataire fait que ce qu'on appelle la part réservataire, c'est qu'il faut obligatoirement garder ce montant-là pour ses héritiers statutaires. Après, si jamais vous faites un testament, par exemple, le conjoint, au lieu de toucher la moitié, touchera 1/4, et à ce moment-là, les 3/4, vous pouvez les répartir entre n'importe qui, ça pose plus de problème. Donc ça marche. Est-ce que je réponds à la question de Géraldine? Je crois, hein. Oui, merci beaucoup. D'autres questions sur ce sujet? C'est bon? Donc, pour faire un testament, je vous en supplie, consultez, réfléchissez-y bien, parce qu'au Japon, ça coûte pas mal d'argent de le faire. J'en profite pour vous dire que si vous hésitez entre faire ça à la main, enregistré au ministère de la Justice, puisque j'ai mis un article là-dessus, c'est sur Info Locale au Japon, vous pouvez le trouver. Vous avez aussi la possibilité de faire un testament auprès d'un juriste. Ensuite, vous pouvez le faire auprès d'un avocat, vous pouvez le faire auprès d'un notaire. Il y a des notaires dans chaque ville, hein. Il faut le savoir, dans chaque grande ville, il y a un notaire, il y a un office notarial par ville. Ils ne sont pas bilingues et ils ne connaissent pas la loi internationale. Et le testament n'est pas enregistré dans un fichier central quand c'est chez un notaire, donc il faut informer les gens qu'il existe, parce que sinon, on ne sait pas forcément au moment de l'héritage. Donc, vous avez tous ces choix-là. Même si vous le faites de vous-même, je vous conseille quand même de parler avec un avocat ou avec un spécialiste de droit qui verra avec vous, selon votre situation, si vous avez intérêt à le faire au Japon, pas le faire au Japon, parce que ça devient extrêmement complexe et si vous ne rédigez pas correctement, il n'est pas applicable. Donc, c'est important de le faire. Si, d'un point de vue des coûts, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ordre, ce qui coûte le moins cher, c'est de l'enregistrer directement au ministère de la Justice, en ligne. Il faut quand même s'y rendre. Il me semble qu'il fallait s'y rendre pour en parler, mais j'ai pas fait l'expérience, donc je peux pas vous le garantir. Ensuite, le deuxième moins cher, ça serait le notaire. Non, ça serait peut-être le juriste. Non, c'est le notaire. Ensuite, ça serait le juriste et ensuite, ça serait l'avocat. Je vois un message. Alors, je n'ai pas de... oh, Christine me demande si je peux présenter des cabinets spécialisés sur la fiscalité française et japonaise. Alors, il y a des notaires spécialisés en droit international en France. Euh, la semaine dernière, vous pouvez retrouver ces coordonnées sur le site de la France consulaire, puisqu'il y a eu un webinaire il y a 2 semaines, 3 semaines, sur la fiscalité des transmissions, c'est la fiscalité des successions. Il y avait 2 notaires très sympathiques qui ont participé et qui sont spécialistes en droit international et qui peuvent donner des conseils. Et c'est en français, c'est l'avantage. Par contre, pour le Japon, personnellement, je n'en ai pas trouvé. J'habite à Fukuoka et donc je suis un peu dans le désert.
Donc, pour la fiscalité française, là, ça devient plus difficile. Euh, pour la fiscalité française, il faudrait voir avec le notaire, je pense, pour commencer, qui pourra travailler avec un fiscaliste en France et vous donner d'autres pointeurs. Pour les Japonais, j'ai mis sur toutes les pages de Info locale au Japon qui traitent de la finance et de la fiscalité, je mets un lien vers la liste des cabinets de fiscalistes multilingues. Donc, il y a un encadré orange avec un avertissement ami pour tout ce qui touche à l'argent, c'est important, veuillez lire ça. Regardez, il y a un lien dedans. C'est fait pour, c'est étudié pour, c'est pour que vous les trouviez. Dans ceux qui parlent français, j'en ai trouvé 2 ou 3 en regardant la liste l'année dernière. Je ne les ai pas contactés et ça peut coûter pas mal d'argent. Parce que le calcul, autant en France, le cabinet notarial va enregistrer un testament selon un certain nombre de critères. Autant au Japon, il va falloir soumettre les numéros de compte, la valeur du patrimoine à une date X, et on va calculer le montant des honoraires de la personne qui vous aide pour ce genre de choses à partir du montant du patrimoine. Donc, ça revient assez cher. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est en parler avec votre banque au Japon. Si vous avez beaucoup de patrimoine, vous pouvez contacter, comment on appelle ça? Vous pouvez contacter une banque d'affaires au Japon. Il y a des grandes banques, par exemple, toutes celles qui font des placements financiers. Elles ont des bons fiscalistes. Et d'ailleurs, la banque Mitsubishi UFG fait des webinaires en japonais, mais je pense qu'avec un traducteur, vous pouvez peut-être écouter. Ça peut marcher aussi. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous et leur demander des conseils. Ils ont des brochures qui sont bien faites en plus. Il y a l'UFG qui fait ça, il y a la SMBC qui fait ça, Miséo le fait aussi. Euh, il y a des solutions. Mais par contre, sur la fiscalité française, en même temps que japonaise, je pense qu'il vaut mieux parler avec un notaire. D'accord, merci. Alors, donc, euh, la part réservataire va aussi s'appliquer aux donations du vivant. Faites attention à ce point-là. Donc, comme ça va rentrer dans les donations du vivant sur les 3 dernières années, ça va rentrer. Donc, je vous invite à regarder ça aussi, hein, euh, et à vous souvenir de ce tableau quand vous prenez votre décision. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Alors, il me reste à peu près une demi-heure sur l'horaire que j'avais prévu. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que c'est trop dense et vous préférez vous arrêter là pour cette fois-ci? Continue, on continue. Je continue? Ok. Alors, héritage à l'étranger. Pardon. Donc, on va parler rapidement des héritages à l'étranger. Donc, c'est la loi qui va définir le pays dans lequel il faut déclarer la succession, hein. Donc, je rentrais, comme je l'expliquais tout à l'heure, les successions ne rentrent pas dans beaucoup de conventions fiscales avec le Japon. Donc, on peut se retrouver à payer des impôts dans les 2 pays, hein. Donc, même si l'impôt, et ça, j'insiste vraiment sur ce sujet-là. Comme vous avez vu, le calcul du patrimoine, c'est un calcul qui est différent de ce qu'on a dans les autres pays. Même si la succession n'est pas imposable en France, elle peut être imposable au Japon. Et inversement, hein. Donc, faites très attention à ça. Ne vous contentez pas de dire, OK, j'ai pas eu d'impôt à payer en France, j'aurais pas besoin de payer d'impôt au Japon. C'est pas vrai. Tout va dépendre du montant du patrimoine au moment de l'évaluation du patrimoine, au moment du décès de la personne. Donc, il va falloir recalculer selon la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, vérifier le nombre d'héritiers statutaires, enlever la déduction et ce qui reste sera imposable.
Si vous avez déjà payé des droits de succession, grâce à la convention entre la France et le Japon, vous allez pouvoir en déduire, et pas forcément tout, faites attention, parce qu'il y a une partie qu'on ne peut pas forcément déduire. Il faut faire attention avec ça. Donc, mon grand conseil au moment de la succession, c'est pas de faire l'autruche et dire je sais pas, je sais pas, je sais pas et j'attends. C'est d'aller proactivement poser la question aux services fiscaux et dire voilà, ça c'est le montant dont j'hérite. Le nombre d'héritiers statutaires est de temps, le patrimoine est de temps. Euh, confirmez-vous que je ne suis pas imposable. Et autre cas de figure, vous héritez au moment, je sais pas, vous héritez d'un parent en France, la succession se règle en France, et pour régler la succession, donc vous aviez la déclaration fiscale sur les successions, plus la déclaration sur le bien immobilier qui a été vendu. Vous avez payé des impôts en France. Le bien immobilier en France n'était pas imposable parce qu'il y avait une perte au moment de la vente, pour une raison X ou Y. Malgré tout, vous n'avez pas d'impôt sur les successions à payer au Japon, vous n'avez pas d'impôt sur les successions à payer en France, vous n'avez pas d'impôt sur la vente des plus-values immobilières à payer en France, mais vous pouvez être imposable au Japon. Donc, n'ignorez pas ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée dans une période non imposable l'année dernière, mais j'ai eu une personne qui m'a posé la question, qui s'est retrouvée avec un contrôle fiscal après la déclaration fiscale parce que il avait omis de déclarer les plus-values immobilières, alors que, en fait, en France, il n'aurait pas été imposable. Et si vous oubliez, ou si vous ne déclarez pas votre succession, qui aurait dû être déclarable, vous avez plus 10% à payer, et parfois plus. Donc, faites la vérification. Ça, c'est important. Ensuite, pour l'évaluation, c'est l'évaluation au TTM. Donc, je rappelle, le TTM, vous savez, quand il y a des taux de change, il y a le TTM, TTB et TTC, si je me trompe. Pardon, si je me trompe pas. Donc, le TTM, c'est le taux neutre, c'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas combien était le dollar aujourd'hui, mais mettons qu'il était à 156,3, à l'achat, il serait à 155, à l'achat, il serait à 157, virgule quelque chose, et à la vente, il serait à 155. Vous prenez celui à 156, c'est celui du milieu. Alors, quel taux, où est-ce que vous trouvez ces taux? Toutes les banques ont un historique des taux. Donc, si vous avez besoin d'un lien, vous me le dites et je vous l'enverrai, c'est pas difficile. Et vous pouvez retrouver donc ça. Et après, vous faites l'évaluation du patrimoine à partir de là. Ensuite, il faut faire très attention parce que, comme j'ai expliqué, tout dépend de la convention fiscale. Dans certains cas, on ne peut pas déduire les impôts qui ont été payés en France sur la vente des biens immobiliers ou sur les successions. Il y a une partie qui ne peut pas toujours être déductible. Donc, il va falloir vérifier la convention fiscale pour savoir ce qu'on a le droit de déduire. Les impôts, les frais de publication en France, comme au Japon, enfin les frais pour le Japon, hein, du point de vue Japon, parce que je ne connais pas la fiscalité française, les frais de publication, ce qu'on appelle les frais de publication, sont déductibles pour les impôts sur la succession et pour les impôts sur les plus-values. Donc, il faut bien demander au notaire en France quels sont les frais, quels sont ces impôts-là. Normalement, on vous donne ça, on vous donne le décompte, hein. Donc, il faudra le déclarer au fisc. Et ça viendra en moins dans la valeur de la déclaration fiscale au Japon. Donc, ça, c'était le point très important concernant la fiscalité. Y a-t-il d'autres questions sur cette partie-là? Non? Ok. Et on va voir jusqu'où on va. Ok, alors, au niveau des déclarations fiscales, je vais passer sur les plus-values sur la maison, parce que ça, c'est le truc où on se fait coincer le plus fréquemment. Si on vend la maison pendant
liquidation de la succession. Notre tendance pour faire notre déclaration fiscale, ça va être de dire, bon, ben, on prend la vente et puis on va prendre les dépenses, c'était les frais liés à l'achat de la construction. Mais à partir de quand? C'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on calcule ça? On y arrive. Premièrement, vous allez avoir à prendre non pas la valeur au moment de la succession, mais la valeur au moment de l'achat du bien immobilier par le défunt. Donc, vous héritez d'un bien, d'un appartement, mettons un appartement à Paris. Quand vous héritez de l'appartement à Paris, vous allez dire, je le vends. Donc, j'ai hérité de l'appartement en 2023, je le vends en 2023. Donc, dans l'esprit, la plupart du temps, on va se dire, bon, bah, je le vends en 2023, je l'ai récupéré en 2023, donc c'est la valeur de 2023 que je vais prendre, et par rapport à la vente de 2023, voilà les plus-values, et puis je ferai mon calcul comme ça. Non, pas du tout. Il faut remonter dans le temps. Donc, on va remonter dans le temps, on va regarder la date d'achat par le défunt. Donc, il faut reprendre tous les contrats d'achat du bien immobilier. Donc, ça, c'est auprès du notaire. Donc, il faut retracer ça, demander au notaire. Le notaire va nous donner un décompte de manière générale de tous les, comment dire, de tous les frais qui ont été engagés et puis des impôts qui ont été payés, etc. Et puis ensuite, il va falloir aller sur la page des impôts japonais et puis il va falloir commencer à rentrer tous les chiffres pour les dépenses, tous les chiffres pour le prix de vente et tous les frais engagés pour vendre l'immobilier, mais ça, on n'y pense pas forcément. Donc, il faut rajouter ça, les frais de notaire, par exemple. S'il y a il y a d'autres choses. Et puis, il va falloir rajouter une partie des impôts payés à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter les impôts fonciers, mais on va pouvoir rajouter les frais de publication. Ensuite, il va falloir aller à la recherche de tout ce qui a servi à construire la maison, etc. Mais attention, ça ne suffit pas. Comme vous le savez, au Japon, les immeubles, les biens immobiliers se déprécient. En France, ils s'apprécient. Donc, en France, vous vendez un bien immobilier, la plupart du temps, vous faites une plus-value. Au Japon, vous faites une moins-value. Et c'est là que ça commence à devenir un vrai casse-tête. Comment faire pour ne pas avoir à payer d'impôts? Parce que ça monte vite, hein, ça monte très vite. Alors, le Japon va avoir besoin, pour savoir exactement, et ça, je sais qu'il y a des avocats et des notaires aujourd'hui qui participent, donc j'insiste sur ce sujet-là. Il va falloir connaître la structure du bâtiment. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que c'est de la brique? Est-ce que c'est du ciment ou je ne sais quoi, autre chose? Il faut avoir une idée de ça parce qu'il y a un taux d'amortissement du bien, mais il y a aussi un taux de dépréciation du bien avec un nombre d'années du bien qui va être plus ou moins lent. Et si c'est de la brique, ça va se déprécier sur 57 ans, sauf erreur, en 47 ou 57 ans. Si c'est du bois, ça va se déprécier sur 5 ans, puis l'immeuble n'aura plus de valeur fiscale au Japon. Mais par contre, nous, en France, il aura de la valeur, donc on va avoir une plus-value qui tout d'un coup, ça va monter au plafond et on aura des impôts à payer. Donc, il faut enregistrer ces informations sur le bien. Donc, on retrouve ça en général dans le contrat de vente, le contrat d'achat. Donc, il faut regarder ça. Ensuite, la façon de calculer l'immobilier est un petit peu différente au Japon, donc on va en parler par la suite. Mais il faut bien comprendre que vous allez avoir besoin de rentrer dans les documents techniques, pas forcément tout seul, mais aussi avec le comptable ou le fiscaliste qui vous aide, ou même le bureau des impôts, hein. Ils sont très, très, très coopératifs. Quand on veut faire la déclaration, qu'on est très coopératif, ils sont très coopératifs, ils essayent de nous aider à payer moins, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de craindre cette partie-là. Par contre, comme c'est un véritable casse-tête,
la chose que vous pouvez demander à vos proches, et si c'est vous qui préparez votre héritage, c'est de bien préparer toutes ces informations à l'avance. Parce qu'au moment de la succession, rechercher toutes les factures, rechercher tous les frais engagés pour faire baisser le coût des impôts, c'est un véritable casse-tête. Et quand il faut appeler le fisc français, les notaires français et je ne sais qui encore, ça prend du temps. Et comme vous vous en souvenez, vous avez 10 mois pour faire votre déclaration fiscale. Vous avez moins d'un an pour préparer les papiers pour la déclaration sur l'immobilier. Le temps de contacter tout le monde, c'est un stress énorme. Donc, assurez-vous bien que votre famille ou que vous-même, vous ayez tous les documents prêts à un endroit, sachez où ils se trouvent pour pouvoir faire cette déclaration facilement. Ça, c'est le plus grand conseil que je peux vous donner par rapport à ce sujet-là. Y a-t-il une question? Même pas par les spécialistes, c'est bon? Parce que j'ai des spécialistes qui sont en France et des spécialistes qui sont au Japon aujourd'hui. C'est bon? Ok. Alors, ensuite, au niveau de l'immobilier, comment ça va se regarder? Tout va dépendre de ce dont on hérite. Si par exemple c'était un terrain à louer, ça va rentrer, tous les revenus qui rentrent dans la succession ne seront pas imposables sur la succession, mais seront imposables sur les revenus d'immobilier. Pour les parkings, ça va rentrer dans les revenus divers ou les revenus d'entreprise selon la façon dont on gère. Quand on vend des parties, des parties, on loue des parties communes, etc., ça peut être aussi un business. Donc, il va falloir en parler. Et pour la déclaration des plus-values sur l'immobilier, euh, ce qu'on va pouvoir retirer quand ce sont des revenus, une déclaration sur les revenus, quand ce sont de l'immobilier qu'on récupère pour la déclaration sur les revenus, il y a la partie assurance incendie qui rentrera quand ce sont des choses qui vous rapportent un revenu, mais vous ne pouvez pas déduire ces frais, vous ne pouvez déduire aucun de ces frais au moment de la succession. La seule chose que vous allez pouvoir déduire, en fait, vous n'allez pas déduire, vous allez rajouter à la valeur du bien, c'est les amortissements. Donc, tout ce qui était là, vous ne pourrez pas les inclure dans la succession, mais vous pourrez les mettre dans les revenus immobiliers si vous touchez des revenus à partir de ce que vous avez gagné. C'est bon? On va parler de l'évaluation du patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour évaluer le patrimoine? Et c'est là que ça se complique. Je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, je pense, mais on va commencer. Alors, déjà, il va falloir évaluer le montant de la succession. Donc, la règle de base, c'est ça se fait à la date du décès du défunt, c'est-à-dire l'ouverture de la succession. En principe, c'est le même jour, hein. Ça peut être à 1 ou 2 jours près, mais normalement, c'est à la date du décès. Se souvenir qu'une partie des donations va rentrer dans la succession. Donc, je rappelle pour les personnes qui sont arrivées en retard, il y en a quelques-unes qui sont arrivées un peu après, donc je préfère le rementionner. Donc, les donations au Japon, il y a 2 systèmes fiscal. Il y a un système qui va dire on impose sur les donations tous les ans. Donc, on reçoit une donation. On va faire une déclaration sur les donations chaque année. Et puis, il y a une deuxième façon de faire sa déclaration qui est de dire je reçois les donations chaque année, les dons chaque année, mais je fais la déclaration finale et je paye la valeur des impôts sur la donation au moment de la succession. Donc, une partie des donations va rentrer dans la succession obligatoirement. Et de manière générale, si on paye des impôts sur les successions chaque année, on fait par exemple un don de 1 500 000 yens tous les ans à quelqu'un, il y a une déduction de base qui va être de 1,1 million, donc 1 100 000 yens, et il va rester 400 000 yens qui seront imposables sur les donations. Et en fait,
Cet impôt, on va le payer chaque année, mais on ne va réintégrer dans le patrimoine de la succession que les 3 dernières années, en date de 2024, hein. On ne réintégrera que les 3 dernières années. Ça va augmenter, c'est-à-dire que ça va passer à 7 ans sur plusieurs années, ça finira par passer à 7 ans. On réintégrera la valeur des donations sur les 7 dernières années. Donc, il faudra le calculer dans le montant du patrimoine. On déduira la valeur des impôts sur les donations, mais ça rentrera quand même dans le calcul du patrimoine, ce qui fait augmenter le montant de la succession. Il faut faire attention à cette partie-là. Ensuite, l'évaluation des biens immobiliers se fait au moment de la succession et ça n'est pas fait comme c'est fait au Japon, en France. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. Et encore une fois, faites très attention, ce n'est pas le montant de la vente, c'est le montant au jour du décès, hein. Donc, le montant au jour du décès va se calculer selon un mode de calcul très particulier. Ensuite, tout ce qui ne peut pas être évalué au jour du décès, pour une raison X ou Y, par exemple, je ne sais pas, les œuvres d'art, hein. Il y a des règles de calcul. On utilise un document qui s'appelle le Kiron Tsutatsu et qui décrit la façon d'évaluer le bien. Donc ça, je n'ai pas traduit ce document-là. Je crois qu'il existe en anglais, mais s'il n'existe pas, je le traduirai, hein. Pour l'instant, ce document n'existe pas. Si jamais vous en avez besoin, vous avez besoin du lien, faites-moi signe et puis je vous l'enverrai. Donc, l'évaluation, ces 4 règles sont à maintenir. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est parce que je sais que l'attention passe par les vagues. Donc, j'insiste beaucoup sur des choses importantes. Alors, maintenant, au Japon, tout ce qui est monnayable est imposable. Donc, qu'est-ce qui va être imposable? Il y a l'immobilier, le mobilier, les comptes bancaires et d'épargne, les placements financiers, la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les brevets, les livres, tout ce qui vous rapporte de l'argent parce que c'est une propriété intellectuelle, et les autres biens qui sont considérés comme faisant partie de l'héritage, l'assurance vie. Mais attention, encore une fois, toutes les assurances vie ne rentrent pas dans la succession. Certains rentrent dans les donations ou rentrent dans sont imposables sur les revenus. Le capital d'essai, donc par assurance, hein, en cas de maladie ou d'accident. Certaines allocations de retraite en cas de décès. Et puis les droits, pas l'assurance vie en soi, mais les droits sur une assurance vie. Vous savez, il y a des formes de placement d'assurance vie qui donnent des droits de toucher de l'argent à partir d'un certain moment, etc. Et ça, c'est pas une assurance vie en soi, c'est un droit sur l'assurance vie, et ça aussi, c'est imposable. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer dans le calcul de la succession. Et la formule de calcul, on va rentrer dedans après. Ce qu'on va retirer de la valeur de la succession, ce sont les dettes, bien sûr, auprès des banques, des administrations, etc., les emprunts, les frais médicaux qui n'ont pas été payés, l'argent qui a été mis en garantie, les frais funéraires, les impôts à payer pour l'État, etc. Donc ça, c'est à soustraire. Il y en a d'autres, hein, mais c'est ce qu'on va soustraire. Ensuite, ce qu'on ne va pas compter dans la succession, c'est les concessions de cimetière, des objets de culte, les dettes, les frais non payés d'hospitalisation, les impôts à payer. Donc, vous avez quand même beaucoup de choses. Et puis, le patrimoine d'utilité publique, par exemple, Infolocal au Japon, j'ose espérer que c'est du patrimoine d'utilité publique. Et j'ose espérer que ça ne sera pas imposable, mais ça mérite d'être vérifié. Le patrimoine donné à l'État et aux collectivités locales, ça ne rentre pas dans la succession. Voilà. Alors, on va s'arrêter aux déductions fiscales. Ce sera le dernier point aujourd'hui. Puis après, on rentrera dans les calculs plus précis au prochain webinaire. Donc, pour les déductions fiscales, vous avez donc, au moment de la déduction de base, vous avez une déduction de base qui va être de 36 millions de yens si le nombre d'héritiers statutaires, donc héritiers légaux, est de une personne. Si c'est 2 personnes, ça fait 42 millions.
3 personnes, ça fait 48 millions, etc. Donc, bien entendu, à Fukuoka, par exemple, un bien immobilier neuf, dans du neuf, c'est de l'ordre de 40 ou 50 millions de yens. S'il reste du cash derrière, il est bien évident qu'on aura des impôts à payer dessus. En France, je ne sais pas à combien se montent les biens immobiliers, mais ils doivent être assez élevés. Donc, si vous calculez que les frais, enfin que ce que vous touchez au niveau du patrimoine, après avoir enlevé tout ce que vous deviez enlever, additionné tout ce que vous deviez additionner, vous avez un patrimoine qui arrive à ce montant et vous voyez que de manière générale, c'est inférieur à ces montants-là, vous n'avez pas de déclaration fiscale à faire. Par contre, si vous avez un patrimoine qui dépasse ces montants-là en fonction du nombre d'héritiers statutaires, hein, pas le nombre d'héritiers, mais le nombre d'héritiers statutaires, à ce moment-là, vous allez avoir à faire une déclaration au Japon. Donc, ce que vous pouvez déduire, ce sont les impôts sur les successions payées à l'étranger et les droits de timbre, donc les frais de publication et droits de timbre. Mais on ne peut pas déduire les impôts fonciers, les impôts locaux et les autres impôts. Donc, faites attention à ce point-là. Et on passe aux déductions autres. Alors, ça, c'est un sujet que peu de gens savent, mais c'est hyper important, surtout si on aide d'autres personnes, de le savoir. Donc, on a parlé tout à l'heure de déduction fiscale de base. En dehors de ces déductions, il y a des déductions qui sont données, notamment pour chaque héritier. Donc, on peut déduire déjà les taxes qui ont déjà été payées sur les donations, ça c'est facile. Ensuite, il y a un allègement fiscal pour les conjoints, notamment parce qu'il faut qu'ils puissent continuer à vivre, parce que beaucoup de conjoints sont des personnes à charge en général. En tout cas, dans ma génération, c'est le cas. Plus jeunes, ils travaillent, mais pas forcément avec le même niveau de revenu. Donc, il y a un allègement fiscal. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, il y a une déduction pour les enfants mineurs. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et ça, c'est un truc qui est très important à savoir. Ça existe en France et ça existe au Japon. On peut déduire des impôts de l'invalidité si l'invalidité fait l'objet d'un carnet d'invalidité. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui souffre d'Alzheimer, je ne sais plus qui c'était, Géraldine, je crois. Si par exemple l'épouse souffre d'Alzheimer, elle est enregistrée comme étant une personne en situation d'handicap. Et cette personne, si elle est encore jeune et qu'elle n'a pas atteint 85 ans, elle bénéficie d'une déduction fiscale par nombre d'années. Ça se calcule à partir du nombre d'années qu'il reste à vivre jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc, si la conjointe a 60 ans, il y a 25 ans, et on multiplie ça par un nombre qui est déterminé par le fisc. Et c'est, je crois, 100 000 ou 200 000, 100 000 yens ou 200 000 yens selon le type de handicap. Et ce montant-là va se déduire de l'impôt final à payer sur les successions par l'héritier qui touche sa succession. Donc, c'est important de le savoir de façon à faire la démarche. Et pour les personnes qui sont françaises et qui héritent d'une personne, mais qui sont handicapées elles-mêmes, elles héritent d'une personne à l'étranger, en France par exemple, quand elles font les démarches d'héritage, il faut qu'elles disent à leur notaire qu'elles souffrent d'un handicap. Et si elles n'ont qu'un livret d'invalidité japonais, il faut faire une demande d'équivalence de son carnet d'invalidité. Comment ça se passe? Ça va se passer en contactant le consulat. Il faut obtenir un certificat médical d'un médecin, donc le médecin de l'ambassade devrait s'en occuper, je pense. Donc le consulat va vous envoyer les papiers nécessaires et vous remplissez les papiers et ensuite ça va se passer entre les administrations. Il faut compter 2 à 3 semaines ou même peut-être plus parce qu'il y a un jugement en France ou en tout cas il y a une évaluation en France et ça prend un certain temps. Et ensuite, vous pouvez donner cette information au notaire qui, lui, va procéder à la déduction fiscale pour la partie française. Et vous pouvez bénéficier à la fois de la déduction fiscale en France et au Japon.
Donc, vous êtes handicapé, la déduction fiscale va permettre de faire baisser vos impôts en France. Et une fois que vous faites votre déclaration au Japon, si votre niveau d'invalidité est acceptable pour une déduction fiscale au Japon, vous pourrez faire valoir ce droit. Et ça, c'est important, notamment si vous êtes une personne âgée qui perdez dans votre mobilité et que vous héritez, ça fait quand même une très grosse différence fiscale, hein. Entre 60 et 20, si vous avez 25 ans de vie multiplié par 100 000 yens, vous voyez déjà 2,5 millions. 2,5 millions, c'est énorme, hein. Ça fait beaucoup déjà. Alors ensuite, si par exemple, par malheur, ça peut arriver, une personne décède et son enfant ou son héritier direct, son héritier statutaire décède en même temps, c'est pas un héritage direct, c'est un héritage successif. Et là, il y a une déduction spéciale pour ces cas-là. Ensuite, il y a la déduction des taxes étrangères. Et après avoir enlevé tout ça, si le montant de l'héritage continue à être négatif, vous n'avez rien à payer. C'est aussi simple que ça, vous n'avez rien à payer. Mais il vaut mieux quand même vérifier avec le fisc et normalement, en dehors de la taxe de base, de la déduction de base, si vous enlevez ces déductions, vous devez faire une déclaration sur les successions simplement pour qu'ils sachent que le montant de l'héritage est négatif. C'est tout. Ensuite, on va déduire la taxe sur les donations qui ont été déclarées au moment de la succession. Comme je disais tout à l'heure, dans le deuxième régime de déclaration des donations, pas le premier où on déclare chaque année, mais celui où on déclare à la fin, au moment du décès. Dans ce cas-là, on va payer des impôts sur les donations et on peut les déduire de la succession. Et ça va vous dire combien vous avez à payer sur la succession. Si le montant est négatif, entre cette partie-là et cette partie-là, si le montant est négatif, vous aurez un remboursement du trop payé ici. Vous n'aurez pas un remboursement par rapport à ça, mais vous aurez un remboursement. C'est à partir de ce moment-là, si le montant devient négatif après avoir enlevé tout ça, vous allez recevoir un montant. En fait, non, je dis une bêtise. Vous aurez un montant de remboursement des trop payés, de toute façon. Alors, votre question, Géraldine, de tout à l'heure, concernant le mari qui a une conjointe qui est malade et un enfant qui est aussi en état d'incapacité, donc les deux étant en état d'incapacité, l'époux souhaite léguer à ses petits-enfants, ou dans le cas que j'ai expliqué, où vous aviez un, un père qui décédait, qui laissait tout l'argent à sa femme et ses deux enfants, et les enfants décidaient de tout laisser à la mère pour que ça se répartisse après le décès de la mère. Ce à quoi il faut faire attention, c'est le montant qui sera hérité. Parce que la déduction fiscale pour les conjoints et la déduction fiscale pour les enfants est assez importante dans certaines situations, notamment en situation de handicap, notamment si l'enfant est en situation de handicap, comme on enlève la déduction en cas d'invalidité, il a très peu d'impôts à payer. Mais si on dit par exemple que tout va à la mère et que ça se répartira après et qu'il y a un gros capital, les frais de succession, après les droits de succession, peuvent monter très haut. Donc, c'est un arbitrage qu'il faut faire. Et moi, ce que je conseille très fortement, c'est d'en parler avec un fiscaliste ou un notaire. Un notaire pour la France, en tout cas, un fiscaliste pour le Japon. Parce que là, pour le coup, au lieu de payer, par exemple, 10% de frais de succession, vous pouvez vous retrouver avec 40 ou 50% de frais de succession. Ce serait ridicule. Donc, vérifiez ce point-là quand vous préparez votre héritage pour vous assurer. Et quand vous négociez entre frères et sœurs qui va hériter et comment vous allez faire, vérifiez avec un fiscaliste et de préférence avant le moment fatidique. C'est jamais très agréable, mais ça vaut le coup de le vérifier.